Bonjour, vous vous êtes levé du mauvais pied, vous n'êtes pas en forme. Vous allez le devenir. Parce qu'il y a 4 belles femmes ici sur le plateau Thé au Café qui sont talentueuses. Elles sont belles mais talentueuses. Elles sont très créatives. Ce sont des personnes que nous connaissons bien individuellement. Et elles se sont réunies pour, on va dire, rendre hommage à la période yéyé. Ce sont les Parisiennes. Vous vous en souvenez, c'était dans les années 60. Peut-être que vous n'étiez pas nés à l'époque. En tout cas, elles vont faire revivre ce groupe. Bonjour. Bonjour. Alors là, vous êtes assez étonnante. Alors, bon, Ariel Dombal, Elena Noguera, Ina Modja et puis Marie Galanter. Bravo d'être sur le plateau de Thé au Café. C'est la première fois. Voilà, c'est votre baptême. C'est ça. Alors, mais pourquoi vous êtes habillées toutes pareilles C'est quoi Vous allez au collège, au lycée? Nous sommes un quatuor. Des petites collégiennes. Un quatuor en harmonie, matin, soir, après-midi. Mais vous vivez ensemble, on peut le dire, on peut le déclarer, vous vivez ensemble. Un pour tous, tous pour eux. Alors pourtant, vous êtes des Parisiennes, mais aucune d'entre vous n'est parisienne, n'est née à Paris. Alors, il y en a une qui est née au Mexique, une au Portugal, une à Tahiti et une autre au Mali. À Bamako. À Bamako, Voilà. absolument. Moi, je suis née en Belgique. Et alors, Elena, exactement, vous êtes née en Belgique. Alors, vos parents étaient portugais. Oui. On va faire comme ça un petit portrait de chacune, pour ceux qui nous regardent ce matin. La culture prédominante chez vous, c'était quoi? Le Portugal, c'était laquelle? Portugal ou la Belgique? Dans la maison, c'était le Portugal. Ça sentait la cuisine portugaise. Il y avait cette mélodie dans leur accent français qui était portugais. Mais après, mon enfance, c'est la Belgique. C'est hors les murs. Donc, c'est l'école, les rues. Les rues de mon enfance sont belges, les plats sont belges, les copines sont faut belges. évidemment rappeler que vos parents ont fui en fait le Portugal pour des raisons politiques. Donc, ce sont des immigrés. Ils connaissent la clandestinité aussi. Oui, en fait, ils ressemblent aux migrants dont on parle en ce moment. C'était des réfugiés politiques sans papier et qui sont arrivés et qui ont dû s'intégrer en Belgique. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis d'ailleurs de cette histoire familiale? Oh là là, beaucoup de choses sans doute, mais là, d'un seul coup, tout de suite, je dirais que je me sens partout chez moi. En fait, je suis attachée à aucune terre et que je me sens citoyenne du monde. Je me sens, la terre est à moi, je suis chez moi partout. Mareva, vous êtes née à Tahiti, Polynésie donc française. Votre père, alors, il a de doubles origines? Oui, mon père est d'origine russe-polonaise, français, et qui est allé à Tahiti, qui a rencontré ma mère. Voilà, Est-ce que le décor de votre enfance, ça ressemble à l'image d'Épinal? Totalement. C'est vrai? Totalement. Tahiti, on est vraiment, on est au paradis. On est vraiment dans les images dont on rêve. Moi, j'ai grandi là-bas. La carte postale, oui, vraiment. Et j'ai commencé ma vie là où tout le monde rêve de prendre sa retraite, par exemple. J'ai un peu commencé ma vie à l'envers. Et c'est pour ça que je suis devenue une citadine et une Parisienne aujourd'hui et que j'adore ma vie à Paris et que j'adore Paris. Mais j'ai vraiment grandi au bord de la mer, dans la nature. Avec une éducation? Avec une éducation plutôt stricte. J'allais dans une école française où tout le monde parle français. Enfin, je veux dire, du côté de ma mère, les femmes parlaient tahitien. Je comprends le tahitien, je ne le parle pas parce que j'ai un accent français et j'ai honte. Je le dis clairement. Mais on avait une éducation stricte, mais libérée au sens où on a grandi dans la nature, totalement. Et c'est vraiment ce qui a fait, je pense, ma force et ma différence en arrivant à Paris. Parce que c'était très difficile du jour au lendemain de quitter cet endroit qui est un peu isolé du monde, culturellement et géographiquement. Donc voilà, cette culture, cette nonchalance et cette différence a fait que je me suis construite oui, et après, le contraste évidemment avec Paris. Ina, quel était le contexte familial? Vous êtes issue d'une famille nombreuse. Oui, d'une grande famille. On est 7 enfants. Et mes parents ont aussi élevé 3 de mes cousines. Donc, on était 8 filles et 2 garçons. Vous, votre pseudonyme, alors quand on regarde bien, c'est quand même pas très très sympa, c'est assez péjoratif en fait. Ah non, pas du tout. C'est très affectueux. Ça s'appelle la petite peste. Oui, ça parce que j'étais une petite peste. Et vous l'êtes encore. Oui, je chamboulais un peu le status quo chez moi et je continue à le faire dans ma vie d'aujourd'hui. Mais ma mère, qui elle-même a beaucoup de caractère, m'a donné ce petit surnom parce que j'étais très bruyante et je suis hyper active.
Et j'étais la numéro 6, donc j'étais un peu casse-pied. J'avais envie de tout savoir, tout comprendre, et je hurlais. Et de se distinguer des autres mignon. aussi, ouais. C'est mignon. Ariel, bon, on le sait peut-être quand même que vous êtes né au Mexique, vous l'avez dit, redit, aux États-Unis. Voilà, Vous avez grandi au Mexique avec la langue espagnole quand même, qui est votre vraie langue. Voilà. Et le français acquis. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, je rêvais de Paris, comme nous toutes. Et vous étiez une enfant blonde, déjà, vous vous sentiez quand même assez atypique quand même, vous le dites toujours au Mexique. Oui, c'est vrai. Je pense que la chose que j'ai le plus entendue me concernant, c'est « güerita », comme ça, et c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire petite blonde. Mais avec un petit côté comme ça, péjoratif, la petite blonde, voilà. Bon, mais en même temps affectueux, voilà. Et gringa, qui veut dire étrangère, parce que, voilà. Mais c'est vrai que de parents français, voilà, lycée français mexicain, et je rêvais de Paris, c'est vrai. Mais Mareva, qu'est-ce que représentait Paris? Alors, moi, quand j'étais adolescente, je ne voulais pas du tout vivre à Paris. C'était pour moi trop de modernité, ou donc trop loin plutôt, parce que c'est quand même 23 heures de vol, c'est 18 000 kilomètres. Alors, je venais en France, à Paris, une fois par an, l'été, mais je ne me projetais pas du tout dans la vie parisienne. Et c'est quand j'ai grandi, à mes 18 ans, en fait, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai découvert et que j'ai commencé à aimer cette ville. Je dis que Paris m'a apprivoisée et que j'ai apprivoisé Paris parce que j'ai mis du temps. Je trouvais Paris sublime, évidemment, tous les codes de Paris, et voilà. Mais j'ai mis du temps à m'adapter à cette vie. Et à vous cette venez ville. pour participer au concours de Miss France. Tout à fait, à 18 ans. Et j'ai mis. Et elle gagne surtout. Elle participe au concours et elle gagne. Il y en a une Et là, votre vie a qui été gagne. transformée. Complètement, ma vie a été complètement transformée. Ina, qu'est-ce que ça vous a appris en arrivant à Paris d'abord? Vous avez été surpris par quoi? J'étais surprise par... La première fois que je suis arrivée à Paris, j'étais adolescente, c'était pour des vacances. Et j'imaginais ce Paris parce que mes parents connaissaient et on nous avait un peu raconté. Donc la première chose que j'avais envie de voir, c'était la Tour Eiffel, la Seine et tout ce qui est Moulin Rouge, le Lido, etc. Et j'avais une fascination pour cette élégance parisienne parce qu'en grandissant à Bamako, j'ai grandi avec... on n'avait pas de grands magasins comme ça. Donc j'allais acheter mes tissus sur les marchés et je prenais les magazines et je les emmenais chez le tailleur. Et donc cette élégance-là m'a toujours fait rêver. Et quand je suis arrivée à Paris, j'étais toujours émerveillée par ça. Vous, Elena, lorsque vous êtes arrivée de Belgique, donc on ne peut pas dire quand même que ce soit des cultures quand même extrêmement différentes, mais Paris vous faisait rêver aussi? Oui, c'était gage de liberté. Ça me permettait de fuir l'école. Et j'étais la sœur de Lio, donc il y avait quelque chose de nouveau. C'était l'amour, c'était une promesse. Mais je dirais la liberté, la créativité. Puis ça grouillait partout. On avait l'impression qu'on pouvait tout faire, tout envisager. Et puis ça me faisait penser aussi à Angélique, marquise des Anges, parce que les décors sont tellement incroyables que je suis devenue une princesse directement. Les Parisiennes, un groupe musical des années 60, est-ce que vous les connaissiez? Oui. Moi, je connaissais le groupe. Toutes les deux, vous les connaissiez? Oui. Ouais. Vous aussi, Mareva? Moi, je connaissais quelques chansons. Il fait trop beau pour travailler. Que vous chanterez tout à l'heure. Oui. Ouais. Alors, on fait un petit retour en arrière. On a retrouvé plein d'archives. Voilà, ce sont 4 danseuses, des chanteuses qui ont été réunies d'ailleurs par Claude Bolling à l'époque et qui interprètent donc des chansons yéyé à l'époque. Et c'est un retour sur l'histoire et leur histoire. Et qui étaient des tubes phénoménaux. Ah ben, extraordinaire. Par Alexandra Garde. Voici les nouvelles parisiennes, un quatuor pop et 100% féminin qui devrait rappeler de bons souvenirs à certains. Car c'est dans les années 60 qu'est né le groupe original de musique yéyé. Sur une idée de Claude Bolling qui a fait chanter 4 danseuses, Hélène Longuet, Anne Lefébure, Anne-Marie Royer et Raymond Bronstein avec un orchestre. Le premier girls band était né. 4 albums ont été réalisés entre 1964 et 1972. Le style est ludique et les chansons reflètent l'image d'une Parisienne un peu futile.
Et pour attirer la clientèle féminine, une célèbre voiture a même eu l'idée en 1963 d'utiliser le groupe pour un modèle exclusif plus féminin, la R4 parisienne. Mais c'est vous les Parisiennes. Malgré des hymnes inoubliables et entêtants, le groupe se sépare en 1972 et chacune poursuit son chemin, redevenant danseuse, chanteuse, speakerine. Alors autant dire qu'après 48 ans, la relève est très attendue. Est-ce que vous les avez rencontrés? Pas Non, encore. non, elles nous ont Vous envoyé- aimeriez? Ah, pardon. On aimerait, je pense qu'on devrait les rencontrer pendant le spectacle. Oui, mais- elles vont venir, Elles vont sûrement. elles viendront nous voir. Mais Laurent, Laurent Ruquier, qui est notre producteur, les a rencontrés. Il est allé aussi. C'est lui qui a eu l'idée de vous réunir. Hein. C'est lui qui a eu l'idée. Et quand il était enfant, c'est un rêve d'enfant pour lui. Il projetait, il faisait toujours des castings rêvés des Parisiennes. C'est un groupe qui, pour lui, représentait quelque chose voilà, ça signait un peu son futur de producteur. Il y avait 64 chansons à l'origine. Vous en avez choisi donc 15 sur le disque. oui, 15 sur le disque et puis 25, c'est ça, en Oui. spectacle. Vous les avez choisis comment? Vous vouliez trancher avec l'amorosité, dites-vous, donc vous les avez choisies les plus pétillantes qui soient? Je crois que ça s'est fait un peu spontanément entre nous tous, entre les musiciens, le metteur en scène, Laurent, qui a choisi beaucoup de Voilà, chansons. et puis il a pris, je pense aussi les plus populaires, parce que les gens adoraient. Toute une tranche de Français pour qui ça a été toute leur adolescence et tout ça, qui ont adoré ça, qui ont eu leur premier flirt, leur premier baiser, tout Et ça. puis aussi, il y a des chansons qui nous correspondent bien. Il y en a qui ne sont plus vraiment d'actualité au niveau des revendications, etc. Donc, celles-là, on les a un petit peu mises de côté. Mais Oui.